Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 septembre 2025 et notre ami le professeur Marandi est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, professeur. Bonjour Nima. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur. Professeur, commençons par ce qui s'est passé au Qatar. Nous en avons déjà parlé et il y a eu un sommet à Doha. Comment avez-vous trouvé ce sommet? Et comment percevez-vous les pays du Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, et la manière dont ils considèrent l'escalade de la part des Israéliens? Que cherchent-ils à accomplir avec ce type de sommet selon vous? Eh bien, tout d'abord, je voulais commenter ta chemise, parce que je trouve un peu étrange que tu portes cette chemise avec moi, mais que tu en portes une différente avec Larry. J'ai l'impression que tu es très partial. Tu portes tes vêtements exactement comme Larry porte les siens. Et je trouve cela inacceptable. Il faut qu'on fasse une émission ensemble avec Larry et qu'on voit finalement quelle chemise tu choisis. Comme ça, on saura de quel côté tu es. Mais tu sais, Nima, ce qui s'est passé au Qatar, à mon avis, et auparavant au Conseil de sécurité de l'ONU, n'est pas important dans le sens où il va y avoir un changement soudain de politique. Le Qatar n'a pas ce genre de courage. Les Émiratis, les Saoudiens, ils ne vont pas s'éloigner du camp américain. La Turquie continuera de permettre au pétrole de circuler vers le régime israélien depuis la République d'Azerbaïdjan. Et la Jordanie aussi. Cela permettra à la nourriture d'entrer, de la nourriture qui va des Émirats à l'Arabie saoudite, puis aux Jordaniens, contournant la mer Rouge. Les Égyptiens continueront à faire des affaires comme d'habitude. Cela ne changera rien. Mais le ton est devenu beaucoup plus dur, ce qui, à mon avis, reflète une réalité. Le monde est en train de changer. Les gens dans la rue deviennent de plus en plus impatients. Ces gouvernements, après tout, ne reflètent pas l'opinion publique. Aucun des habitants de ces pays n'est satisfait de leur politique, y compris aux Émirats, au Qatar, en Arabie saoudite, en Turquie ou ailleurs. Mais ces gouvernements doivent apparaître comme restant pertinents, ce qui durcit leur position. On observe un durcissement de la position contre le régime israélien. Les gouvernements algériens et pakistanais, leur position au Conseil de sécurité de l'ONU était également très ferme. Et le langage utilisé par certains de ces pays devient de plus en plus similaire à celui de la résistance et de l'axe de la résistance, même s'ils n'agissent pas de cette manière. Et la bonne chose à faire, bien sûr, à mon avis, c'est qu'ils doivent couper immédiatement tous les liens économiques, politiques et culturels et mettre fin définitivement à leurs relations avec le régime. Mais en tout cas, ce changement, je pense, si on le regarde dans le contexte plus large de la façon dont le monde se retourne contre le régime israélien, l'ONU qualifie enfin, après presque 2 ans, cela de génocide. Rappelez-vous, pendant les premiers mois, les médias occidentaux, les gouvernements occidentaux et les élites occidentales tentaient de justifier le génocide en mentant sur des décapitations et le viol de femmes. Ils ont quand même essayé de faire ça, mais plus personne ne les prend au sérieux aujourd'hui. Mais à l'époque, cela a permis au régime de gagner du temps. Ensuite, nous avons vu le monde se retourner contre le régime. Pourtant, l'Occident a continué à faire preuve de complaisance. Ils ont menti pour lui. Les médias occidentaux ont menti pour lui. Les agences de renseignement occidentales mentaient pour lui. Lorsqu'ils ont bombardé le premier hôpital, ils ont fait croire que c'était les Palestiniens qui l'avaient fait par erreur. Mais ensuite, ils ont commencé à bombarder hôpital après hôpital. Ils entraient dans les hôpitaux, débranchaient les incubateurs et tuaient les nourrissons. Ils ne pouvaient donc plus en parler. Ils ne pouvaient plus les défendre de cette manière. Ils ont dû faire preuve de complaisance d'une autre façon. Et puis, il y a eu la plainte sud-africaine, où à l'époque,
malgré la pression occidentale, ils ont déclaré que cela pouvait éventuellement être un génocide. C'était déjà un génocide à ce moment-là. Mais la pression occidentale, pression européenne, pression nord-américaine, Australie et d'autres, tout comme avec la CPI, les a forcés à faire bien moins que ce qu'ils auraient dû. Mais progressivement, la situation a continué de s'aggraver. Le régime israélien, son isolement a augmenté. L'isolement occidental a augmenté. L'isolement des États-Unis a augmenté. Et même aux États-Unis, Charlie Kirk, la mort de Charlie Kirk est devenue un sujet de débat. Peu importe qui l'a assassiné, je n'en ai aucune idée. Mais il ressort que sa relation avec les sionistes était bien plus problématique que ce que l'on pensait. Et de nombreuses personnes s'interrogent sur le rôle du régime israélien dans son assassinat. Pourquoi? Parce que le régime israélien tue des gens dans toute la région. Ils ont même bombardé le Qatar, qui est l'allié le plus proche des États-Unis dans la région. De loin, le Qatar est totalement soumis aux États-Unis. Il ne fait rien qui soit en conflit avec les intérêts américains. Comme nous le savons maintenant, ou comme nous le savions déjà, mais que tout le monde sait désormais, le Hamas est au Qatar parce que les États-Unis voulaient qu'ils y soient. Le régime israélien voulait qu'ils y soient. La richesse du Qatar va vers l'Occident. Et même pendant la Coupe du Monde, lorsqu'ils construisaient des hôtels, des stades, des infrastructures et un métro qui est maintenant vide, ceux qui ont réalisé la construction, les entreprises et ceux qui développaient tout cela, étaient liés à des personnes influentes au Sénat américain et à la Chambre des représentants des États-Unis, engrangeant des milliards de dollars, rien qu'à l'occasion de la Coupe du Monde, afin que les Qataris puissent bénéficier de la protection américaine. Alors, ils leur ont donné une base. Ils payent les dépenses américaines sur la base, à la base d'Al-Udeid. Ils financent constamment l'Occident. Toute leur richesse, leur fonds souverain, est plus ou moins orienté de manière à plaire aux États-Unis. Et pourtant, ils sont toujours bombardés. Alors, quand cela se produit, les gens commencent à penser de cette manière. Ils considèrent la mort de Charlie Kirk comme suspecte, dans le sens où il est tout à fait possible, surtout puisque l'histoire fournie par le FBI est tellement pleine de zones d'ombre, que cela rende les gens méfiants quant au rôle du régime israélien. Maintenant, personnellement, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais le fait est que ce régime est devenu méprisé à travers le monde. Et donc, cette rhétorique ou ce langage, les déclarations issues du sommet et du rassemblement des dirigeants arabes et musulmans, cela, je pense, doit être, nous devons, c'est, si on l'examine isolément, décevant. Et d'ailleurs, je ne m'attendais pas à autre chose. Mais si l'on considère cela dans le contexte de ce changement plus large qui s'opère à travers le monde, ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour le régime israélien. En fait, comme je l'ai dit, je pense qu'une grande partie des problèmes qui existent actuellement aux États-Unis, les divisions que nous observons, sont liées au régime israélien, non seulement à cause des 2 années de génocide et du soutien total des États-Unis. Le secrétaire d'État américain se rend en Palestine à un moment où une nouvelle vague de terreur frappe Gaza, et il la soutient pleinement. Ce n'est pas seulement cela, mais aussi le fait que le régime est littéralement hors de contrôle, menant des guerres, impliquant les États-Unis dans leurs conflits extérieurs, ce qui posait justement problème à Charlie Kirk. Il ne voulait pas que les États-Unis s'impliquent dans le conflit avec l'Iran, dans la guerre que le régime israélien a engagée avec l'Iran. Nous voyons donc maintenant que non seulement le régime israélien isole les États-Unis et l'Occident sur la scène internationale, mais qu'il cause aussi de gros problèmes internes pour les élites sionistes aux États-Unis et dans l'Occident au sens large. Je pense donc que ce n'est qu'une brique de plus dans ce mur qui isole le régime israélien.
Et donc, même si je suis sûr que beaucoup sont déçus et considèrent que ces pays trahissent réellement la cause palestinienne, les Turcs auraient dû y mettre fin. Erdogan aurait dû rompre la relation. Le Maroc aurait dû faire de même. L'Égypte aussi. La Jordanie, l'Arabie Saoudite et les Émirats, ils auraient tous dû couper les liens. Bahreïn également. Mais le changement de ton est notable, et je pense qu'il reflète le fait que ces pays, ces gouvernements, ressentent le besoin d'être plus sévères. Et si l'on met tout cela en perspective avec ce qui se passe ailleurs et à l'Assemblée générale des Nations unies, ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour le régime israélien. D'ailleurs, cela renforce également l'Iran. Cela renforce l'Iran parce que cela montre aux Iraniens et à la communauté internationale que conclure un accord avec les États-Unis ne mène à rien. Quel accord les Iraniens pourraient-ils conclure avec les Américains pour empêcher les États-Unis ou le régime israélien d'attaquer l'Iran? Car sans aucun doute, ce qui s'est passé au Qatar s'est fait avec la coordination des États-Unis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est tout simplement impossible pour le régime israélien d'agir sans coordination avec les États-Unis, sans que les États-Unis soient informés bien à l'avance et donnent leur feu vert. Cela envoie donc un message aux Iraniens. Quel type d'accord peut fonctionner si les Qataris qui obéissent aux États-Unis ne sont même pas protégés, alors qu'ils disposent pourtant d'une immense base américaine? Alors, qu'en est-il? Et cela renforce aussi la position du Hezbollah. Le Hezbollah affirme désormais: quel accord le Liban peut-il conclure avec le régime israélien ou les États-Unis qui protégeraient le Liban sans les armes de la résistance? Ce qui s'est passé au Qatar a donc nui au régime israélien à bien des égards. Je pense que ce que vous avez mentionné dans le cas de Charlie Kirk, professeur Marandi, c'est que vous parlez du fait que le Moyen-Orient est en train de changer d'une certaine manière. L'état d'esprit des populations et des dirigeants évolue d'une certaine façon vis-à-vis d'Israël. Mais Charlie Kirk était un exemple très important de ce qui se passe aux États-Unis. Ces personnes qui soutenaient auparavant Israël et qui ont commencé à remettre en question la position d'Israël. Que veulent-elles faire? Quelle est la raison principale de ce type de comportement de la part des Israéliens? Parce qu'il a commencé non seulement à remettre en question le comportement d'Israël, il est allé à la Maison-Blanche et a parlé avec Donald Trump de l'attaque contre l'Iran. Il a dit: pourquoi devons-nous attaquer l'Iran? Cette guerre continue au Moyen-Orient ne profite pas aux États-Unis. Ce sont des questions énormes venant de personnes qui sont les principaux soutiens de Donald Trump et du mouvement MAGA. Je pense que ce qui se passe aux États-Unis est formidable. C'est énorme ce qui se passe là-bas avec ces mouvements. Charlie Kirk faisait-il partie de ce mouvement? Et comment voyez-vous cela aux États-Unis? Je pense que c'est un tournant majeur, car comme nous le savons tous, l'opinion publique s'est déjà retournée contre le régime, malgré les médias, malgré l'élite politique, malgré le gouvernement aux États-Unis et en Europe. L'opinion publique s'est détournée d'eux, surtout parmi les jeunes. Leur dernier bastion se trouvait chez les conservateurs et une partie de la jeunesse conservatrice, et il en était le représentant. Il était une force majeure dans la politique américaine à ce titre, et il soutenait totalement le génocide et le régime. Nous ne pouvons pas blanchir son passé. Je veux dire, beaucoup des choses qu'il a dites étaient profondément troublantes. Cependant, il changeait de position, pour une raison ou une autre, que ce soit parce qu'il avait eu une révélation, comme on dit, ou parce qu'il avait constaté que son propre public évoluait. Souvenez-vous lorsque Tucker Carlson a pris la parole lors de cet événement qu'il organisait et que les jeunes étaient de son côté.
Donc, il a peut-être aussi senti qu'il risquait de perdre son influence et sa pertinence s'il restait fidèle au régime génocidaire. Ou peut-être a-t-il vraiment changé d'avis? Ou ses yeux se sont-ils ouverts progressivement? Je ne peux pas spéculer sur ce qui se passait dans son cœur à ce moment-là, mais il y a eu un changement. Et maintenant, nous voyons The Grey Zone et d'autres, Tucker Carlson, Candace Owens, s'exprimer ces dernières heures et Max Blumenthal, de nouvelles informations qui émergent. Et encore une fois, à cause de toutes les zones d'ombre dans la version du FBI, cela la rend d'autant plus suspecte. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Le fait est que le régime israélien est devenu tellement détesté et pose un tel problème que les gens trouvent cela compréhensible, acceptable ou crédible, malgré les médias occidentaux, malgré les politiciens, car vous ne verrez rien de tout cela dans les médias occidentaux. Cela ne circule qu'en ligne. Seuls des gens comme Candace Owens et d'autres relaient ces informations. Mais malgré cela, c'est crédible. Pourquoi? À cause de la nature du régime. Et ensuite, on voit Trump faire exactement le contraire de ce qu'il avait promis, s'engager dans davantage de guerres. En poursuivant le génocide, il n'a évidemment pas été très utile pour lui d'être vu en train de danser dans le stade quelques heures après la mort de Charlie Kirk. Ou lorsqu'un journaliste lui a demandé comment il gérait la situation et qu'il a alors parlé de la salle de bal qu'ils sont en train de construire. Cette indifférence envers Charlie Kirk, qui apparemment l'aimait beaucoup, tout cela nuit au régime israélien. Cela nuit aux forces sionistes aux États-Unis. C'est donc devenu un problème interne. De plus, ce que le régime israélien a fait au Qatar a suscité la crainte de la Chine et d'autres pays, car il est désormais clair que le régime israélien a des ambitions de contrôler l'Asie occidentale. Et c'est la source d'une grande partie de l'énergie mondiale, le pétrole et le gaz également. Ce ne sont donc pas seulement l'Iran, le Yémen ou le Hezbollah qui essayent d'empêcher le régime israélien de poursuivre son génocide. Il s'agit de l'ensemble de l'Asie de l'Ouest, qui est un camp américain. Même là, le régime israélien estime qu'il doit dominer, que ce soit la Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats ou n'importe qui d'autre. Maintenant, les Israéliens disent « nous bombarderons qui nous voulons, quand nous le voulons ». Même si Trump, après le bombardement, a écrit que cela ne se reproduira plus, immédiatement après, Netanyahou a déclaré que cela se produira chaque fois qu'ils décideront que cela doit arriver. Ainsi, les États-Unis, leur crédibilité dans tous les domaines, est en déclin. Ils sont perçus comme un partenaire à part entière. Alors que le monde et l'ONU ont finalement, après presque 2 ans, qualifié cela de génocide, nous voyons le secrétaire d'État américain se rendre en Palestine et apporter son soutien absolu à 100% au génocide à Gaza. Cela nuit à l'intuition des États-Unis. Et en même temps, le régime intensifie le massacre et bombarde de nouveaux pays comme le Qatar. Ensuite, il y a la question de Charlie Kirk, sa mort, peu importe qui en est responsable. Mais cela crée une sorte de crise intérieure, ce qui, à mon avis, renforce la vague d'opposition au régime israélien aux États-Unis. Il s'agit donc d'une vague mondiale, mais c'est aussi quelque chose qui se passe aux États-Unis. C'est retardé aux États-Unis. Cela s'est produit lentement aux États-Unis, mais c'était le dernier bastion du régime aux États-Unis. Charlie Kirk et son organisation étaient, je pense, leur dernier espoir parmi la jeunesse, ou du moins la jeunesse conservatrice aux États-Unis. Je pense que ce qui s'est passé dans le cas de Charlie Kirk, c'est qu'il allait dans les universités, discutait avec les étudiants pour façonner leur état d'esprit, pour mieux communiquer avec eux, afin de les convaincre que les valeurs conservatrices traditionnelles sont supérieures à tout le reste. Mais il a été influencé par l'opinion publique sur Israël dans les universités.
Parce que je ne sais pas si vous avez vu sa dernière interview avec Ben Shapiro, 48 heures avant l'assassinat. Il a dit « Ces gens dans les universités me demandent « Pourquoi soutenons-nous un génocide? Qu'est-ce que c'est? Comment appelez-vous ce qui se passe à Gaza ?» Et quand il va dans cette direction, ce n'était pas sa position. Il l'a appris au cours de ces échanges qu'il a eus avec les étudiants. Le changement se produit à cause de l'opinion publique, professeur Marandi. Et pensez-vous que ces personnes vont survivre à ce qui se passe aux États-Unis? Je ne parle pas de Charlie Kirk. Vous avez mentionné Tucker Carlson. Ces personnes qui sont contre la guerre, qui ne veulent pas d'escalade au Moyen-Orient, ou à tout autre moment, mais pour l'intérêt des États-Unis, pas pour celui des Gazaouis, ni pour celui de l'Iran, ni d'aucun autre pays, d'aucune autre tierce partie. Quelle est votre analyse à ce sujet? Eh bien, je pense que, et je le dis depuis très longtemps maintenant, je pense que ce génocide marque la fin du régime israélien. Je pense que le régime israélien fait partie des morts vivants. Cela prendra peut-être un certain temps, quelques années peut-être, mais le régime a été complètement délégitimé aux yeux du monde. Il a toujours été illégitime pour ceux qui étaient bien informés et ceux qui s'intéressaient à la politique et comprenaient ce qui se passait. Ces personnes ont toujours su qu'il n'était pas légitime. C'était un régime d'apartheid. C'était un régime colonial. Il a pratiqué le nettoyage ethnique. Il a constamment perpétré un génocide. La Nakba a été marquée par des massacres, des viols et des meurtres, des faits que l'Occident aime nous cacher. Cela dure donc de plus de 3/4 de siècle. Mais ce massacre quotidien, où l'on voit de temps en temps une nouvelle forme de barbarie, c'est comme si les Israéliens cherchaient de nouveaux moyens de choquer le monde. On dirait qu'ils essayent d'être créatifs dans leur barbarie. Juste une vidéo que j'ai vue hier, que j'ai partagée sur Twitter, montrait un fils et sa mère en train de marcher, et ils les ont simplement bombardés et tués. Ou bien, en détruisant tous ces bâtiments remplis de réfugiés, ils veulent simplement créer encore plus de misère pour la population, surtout avec l'hiver qui approche. Cela va devenir encore plus horrible que l'hiver dernier. Donc tout cela peut sembler être un succès pour le régime, mais cela l'a détruit. Et l'hostilité envers le régime est en train de se renforcer. Les gens se sont retournés contre lui. Mais chaque jour, lorsqu'ils voient de nouvelles images sur les réseaux sociaux, et dans certains pays, dans des pays non occidentaux, à la télévision ou dans les médias traditionnels, leur haine envers le régime devient plus forte et elle devient permanente. Et maintenant, même l'ONU admet ce qu'elle aurait dû reconnaître il y a 1 an et demi, 2 ans. Ce n'est pas nouveau, mais maintenant, la situation est tellement grave qu'on ne peut plus l'ignorer. Et les États-Unis sont en train d'être détruits. Pas seulement, je veux dire, en tant que puissance, pas seulement à cause des divisions internes que nous voyons aujourd'hui et de la façon dont les gens se retournent contre le régime à Washington. Alors même que le secrétaire d'État se rend en Israël, soutient le massacre de femmes et d'enfants et agit comme si tout cela était normal. Non seulement cela détruit les sionistes chez eux, mais cela détruit aussi les États-Unis à travers le monde. Les gens sympathisent avec la Chine contre les États-Unis à cause de Gaza. Les gens sympathisent avec la Russie en Ukraine, en partie à cause de Gaza. Les gens sympathisent avec l'Iran. Certains considèrent l'Iran comme le dernier espoir, même si les États-Unis n'ont cessé de provoquer l'Iran. Les États-Unis et leurs alliés provoquent l'Iran depuis près de 5 décennies maintenant, avec beaucoup de succès grâce à la désinformation, la manipulation de l'information, la déformation répétée de la vérité et à travers toute leur politique envers l'Iran.
Mais maintenant, les gens soutiennent l'Iran. Pourquoi? Parce que ce qui se passe à Gaza montre au monde entier que les États-Unis sont le problème à l'échelle mondiale. Et regardez ce qui s'est passé en Inde. Le gouvernement indien a voté en faveur de la solution à 2 États. D'ailleurs, l'Iran n'a pas voté pour. L'Iran n'a même pas voté parce que l'Iran n'accepte pas Israël. Donc si vous ajoutez des pays comme l'Iran et, je crois, l'Irak et d'autres, le nombre de pays qui ont voté pour et soutenu les Palestiniens à l'Assemblée générale de l'ONU serait encore plus élevé. L'Iran, je pense, n'était même pas là. Ils ont quitté la salle. Ils n'étaient pas présents lors du vote à cause de leur politique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'Inde, au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, a condamné le régime israélien. Le Premier ministre indien a condamné le régime israélien pour les frappes aériennes sur Gaza. Et les Indiens ont soutenu les Palestiniens à l'Assemblée générale de l'ONU, ou la position pro-palestinienne adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU. Cela, malgré la relation que l'Inde a toujours entretenue avec Israël, surtout sous le gouvernement Modi. Cela reflète également la position des États-Unis. Et les bombardements de Gaza créent une peur mondiale que les Israéliens veuillent contrôler l'Asie de l'Ouest, ce qui engendre une grande instabilité pour le pétrole et le gaz. Tout cela combiné accélère ou augmente le rythme du déclin de l'Occident encore plus rapidement qu'auparavant, même si ce déclin s'est déjà accéléré ces 2 dernières années. Mais je pense qu'après les images des bébés affamés, le rythme s'est beaucoup accéléré. Puis la guerre contre l'Iran, puis la guerre, les frappes aériennes sur Gaza. Tout cela aggrave encore la situation et accélère le déclin de l'Occident aux yeux du monde. N'est-ce pas incroyable que lorsque vous essayez de dialoguer avec les États-Unis, vous soyez en quelque sorte plus proche d'entrer en guerre avec eux plutôt que... Absolument. Absolument. Donc en Iran, la position iranienne a été justifiée. La position du gouvernement a été justifiée. Parce que le gouvernement dit, que pouvons-nous faire pour protéger notre peuple d'une éventuelle attaque américaine? Le gouvernement qatari est au pied des États-Unis. Lorsque Trump est allé au Qatar, il était le roi. Et c'est la même chose en Arabie saoudite, dont l'espace aérien a été violé pour bombarder le Qatar. Donc, s'ils ne sont pas protégés, même s'il y a une base aérienne, alors tout accord que l'Iran conclut avec les États-Unis ne vaut rien. Ou désarmer le Hezbollah est insensé, car tout accord entre le gouvernement libanais et les États-Unis ne protégera pas le pays. Ce qui s'est passé au Qatar met fin à l'argument, met fin au débat. Les États-Unis sont complètement peu fiables. Et non seulement ils ne vous protégeront pas, mais ils conspireront contre vous. Parce que ce qui s'est passé au Qatar s'est fait avec le feu vert des États-Unis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y avait des vols de l'US Air Force au-dessus de l'espace aérien syrien, au-dessus de l'espace aérien irakien. Des bases américaines existent dans toute la région du Golfe Persique, en Irak et en Turquie. Et la présence américaine en Jordanie est connue de tous. Les États-Unis sont partout dans cette région. Comment les Israéliens auraient-ils pu faire voler tous ces avions au-dessus de ce territoire sans risquer une confrontation avec les États-Unis? C'est impossible. Il devait y avoir une coordination. Il devait avoir le soutien des États-Unis. Ce que nous avons appris à la suite du sommet, c'est que l'Iran et l'Égypte ont décidé d'améliorer leurs relations bilatérales. Quand on regarde la situation plus globale au Moyen-Orient, pensez-vous que nous parlions de l'Europe et de la manière dont elle tente de gérer les questions liées à l'Ukraine? Mais qu'en est-il du Moyen-Orient? Quand la réalité s'imposera-t-elle au Moyen-Orient, à savoir qu'il leur faut un accord de sécurité entre les pays de la région? Pour l'avenir et la prospérité de la région,
Il pourrait mieux négocier avec les États-Unis. Il pourrait mieux négocier avec la Chine. Cela profiterait à la région. Pensez-vous que cela pourrait arriver, compte tenu de ce type de comportement de la part des Israéliens, qui sont pleinement soutenus par les Américains? Non, nous nous dirigeons clairement vers des jours plus sombres. Nous allons vers plus de dangers, et cela pourrait entraîner des changements très dramatiques dans la situation des populations à travers le monde. C'est une situation très dangereuse. Les États-Unis sont en train de perdre. Le régime israélien a perdu, mais c'est très dangereux. Mais comme vous l'avez souligné, même si le sommet a été une déception, à mon avis, comme vous le savez, ce n'était pas inattendu. Je n'attendais rien de mieux que ce que nous avons vu. Cependant, les changements de langage peuvent aussi être observés dans d'autres évolutions subtiles, comme l'amélioration des relations entre l'Iran et l'Égypte et le changement de discours parmi les pays qui les rapprochent davantage du langage de la résistance, de l'axe de la résistance en particulier. Mais aussi, même Jolani, dont le projet, dès le début, était de le porter au pouvoir pour détruire la Syrie. C'était le plan des États-Unis depuis le début. Al-Qaïda et Daesh, par leur nature même, détruisent les pays parce qu'ils créent la haine et la division. Et sur le plan tactique, leur idéologie est très similaire au sionisme. Les wahhabites et les salafistes, leur comportement envers les autres ressemble beaucoup à celui des sionistes. L'objectif était donc de placer une bombe à Damas, une grenade, et de tout faire exploser. Mais même ici, on voit qu'il doit prendre position contre le régime israélien. Alors qu'il y a encore quelques jours, il disait « Nos ennemis sont les mêmes que les vôtres, l'Iran et le Hezbollah. » Il cherchait un accord. Même si les Israéliens les bombardaient, ils n'ont jamais tiré une seule balle contre le régime. Mais même à Bagdad, il doit adopter une position plus ferme. Tout le monde doit adopter une position plus dure parce que les gens dans la rue s'y attendent. Et c'est un autre élément. Le monde a de nouveau changé. Tout comme aux États-Unis, nous voyons comment les gens évoluent. Et notre région est bien pire pour le régime. Les gens sont indignés, et chaque jour qui passe ne fait qu'accroître la colère et l'indignation. Ainsi, les positions plus dures adoptées par ces gouvernements reflètent cette colère, car ils veulent rester au pouvoir. Ce ne sont pas des gouvernements populaires. Ils ne sont pas là avec le consentement du peuple. Leurs politiques ne correspondent pas à celles que les gens souhaitent poursuivre. Donc, ils doivent adopter une position plus ferme pour éviter tout trouble intérieur. Ainsi, même en Syrie, le régime doit changer, mais d'autres changements auront également lieu, car tant que ces dictatures pro-américaines dans la région du Golfe Persique continueront d'être dans le camp des États-Unis. Il ne fait aucun doute que dans leurs conversations privées, ils se disent « Nous devons nous occuper de nous-mêmes. Nous devons nous protéger. » Il y aura des changements subtils, très subtils. Ils resteront toujours dans le camp des États-Unis, mais il y aura des ajustements subtils dans leur manière de traiter avec l'Iran, la Russie, la Chine et l'Occident. Il n'y aura pas de changements spectaculaires, s'ils sont raisonnables. Donc, je pense que tout cela est une mauvaise nouvelle pour le régime. Et c'est parce que Netanyahou n'agit pas dans l'intérêt du sionisme. Il agit dans l'intérêt de Netanyahou. Ce génocide aurait dû prendre fin depuis longtemps. Le génocide aurait dû prendre fin depuis longtemps, ainsi que la guerre élargie contre le Liban. La guerre contre le Liban n'aurait jamais dû avoir lieu. La guerre contre... Rien de tout cela n'est bon pour... La guerre contre l'Iran n'a pas été bénéfique pour le régime israélien, mais Netanyahou veut rester au pouvoir. Alors, il entraîne le régime vers le bas, et il entraîne aussi les États-Unis avec lui. Il entraîne également l'Europe vers le bas. Et cela va simplement continuer.
Ainsi, chaque jour, c'est comme une brique de plus dans le mur qui isole le régime. Ils ont construit le mur de l'apartheid. Maintenant, ils ont contribué à créer un mur qui entoure le régime, l'isolant du reste du monde. Quand on observe le comportement du gouvernement israélien, beaucoup de gens disent qu'il veut s'étendre. Mais il semble que leur objectif principal soit en quelque sorte de détruire les pays de la région afin qu'ils ne soient pas capables de se défendre. Regardez ce qui s'est passé en Syrie. Hier, ils bombardaient Damas. Et ils veulent la même chose dans d'autres pays. Ils veulent les bombarder. Ces pays n'ont aucune capacité de se défendre contre ce type d'attaque de la part des Israéliens. Et puis, il y a l'expansion. Je ne sais pas. Quand on parle de ces questions géopolitiques, quand ce genre de sommet se tient à Doha, quelle est la nature des discussions qu'ils y ont, professeur? Beaucoup de gens comme nous ne savons pas ce qui s'y passe. Parle-t-il vraiment de questions géopolitiques avec Israël? Eh bien, et d'ailleurs, les Israéliens bombardent régulièrement le Liban. Hier, ils ont tué une personne à Nabatie, ils ont bombardé un immeuble, blessant grièvement des femmes et des enfants. Donc il s'agit de la Syrie, du Liban, du Yémen, de la Cisjordanie. Le nettoyage ethnique en Cisjordanie progresse à un rythme très rapide et le gouvernement américain le soutient pleinement. Tout cela se produit, et bien sûr le Qatar aussi. Mais je pense que vous savez, même si nous voudrions tous, le monde s'attend à ce que ces dirigeants coupent les liens avec le régime. Imaginez si la Turquie avait simplement cessé de coopérer. La République d'Azerbaïdjan, Aliyev, a mis fin à son alliance avec le régime. Si la Jordanie, l'Égypte, les Saoudiens, les Émiratis, les Bahreïnis et les Marocains faisaient tous de même, le coup porté au régime serait énorme. Ce serait énorme. Cela aggraverait considérablement la situation du jour au lendemain. Mais nous savions que cela n'allait pas se produire. Néanmoins, les discussions en marge ne sont pas des discussions qui aident le régime. Elles nuisent au régime. Les pays s'éloignent par souci d'autopréservation, parce que le régime des États-Unis ne prend pas leurs intérêts en considération. Ils craignent les États-Unis. Erdogan craint que s'il fait quelque chose qui ne plaît pas aux États-Unis, ils imposeront des sanctions. C'est la même chose en Arabie Saoudite, ou la même chose, où ils pourraient bombarder les Émirats, ou faire ce qu'ils ont fait au Qatar. Ils pourraient le faire à Bahreïn. Ils pourraient le faire à n'importe lequel de ces pays. Et ce sont des régimes faibles, des dictatures familiales qui n'ont pas de soutien populaire. Ce n'est pas comme en Iran, où si on bombarde le pays, le peuple descend dans la rue. Ce n'est pas comme au Liban, où ils bombardent le pays et où la résistance les retient, et il n'arrive à rien de substantiel avant le cessez-le-feu, puis le gouvernement libanais les laisse entrer. Ce n'est pas comme au Yémen, où le peuple se rallie derrière Ansarullah et les forces armées yéménites dans la lutte. Ces régimes sont faibles, vulnérables, impopulaires et appartiennent au camp américain. Pourtant, ils sont inquiets, ils se préoccupent de leur situation. C'est ce qui conduit à l'amélioration des relations, par exemple, entre l'Iran et l'Égypte. Et cela aura sans aucun doute un impact sur leurs relations avec la Chine, la Russie et les pays du Sud global. Cela suscitera certainement un intérêt accru pour l'organisation de coopération de Shanghai ou les BRICS, tout ce qui peut leur offrir un peu plus de protection, même s'ils vivent dans la crainte des États-Unis et restent coincés dans le camp américain. Donc, rien de tout cela ne fonctionne. Et comme je l'ai dit, cela renforce aussi l'Iran, car cela montre que la logique de l'Iran a toujours été valable. C'était juste. Cela renforce le Hezbollah, cela renforce la résistance, cela renforce le peuple palestinien parce qu'ils disent « Regardez, ce qu'ils ont fait au Qatar est totalement injustifié ».
Alors imaginez. Et donc ça pousse les gens à regarder à nouveau, ceux qui avaient encore les yeux fermés d'une manière ou d'une autre après 2 ans, à voir Gaza sous un autre angle. Et puis, après ce que nous avons vu au sommet, nous assistons à l'intensification de l'attaque contre Gaza et aux frappes aériennes scandaleuses que nous voyons maintenant. C'est un peu comme une gifle au visage de ces dirigeants musulmans qui ne font rien pour le peuple palestinien. Cela peut créer de l'instabilité. Beaucoup de ces régimes adoptent une position verbale plus ferme parce qu'ils craignent non seulement pour leur propre survie, mais aussi pour leur image auprès des citoyens ordinaires de leur pays. Ainsi, lorsque les Israéliens aggravent la situation à Gaza juste après ces déclarations, cela met en évidence leur inefficacité et les fait paraître encore plus faibles. Et lorsqu'ils sont perçus comme faibles, cela peut donner aux gens le sentiment d'être plus en mesure de s'opposer à ces gouvernements, ce qui pourrait conduire à un changement. Rappelez-vous, lors du printemps arabe, personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Aujourd'hui, la situation dans les rues est bien pire qu'à l'époque. Donald Trump a déclaré que les États-Unis n'autoriseraient plus aucune attaque contre le Qatar. Mais Netanyahou est intervenu et a dit « Nous allons attaquer encore et encore jusqu'à ce que nous atteignions la cible. Nous obtenons. » Cela montre donc d'une certaine manière à quel point les États-Unis sont faibles dans leur gestion d'Israël aux yeux des États arabes, qui, vous savez, ont tout fait pour que les États-Unis restent dans leur pays, afin de les soutenir en matière de sécurité, car ils n'en sont pas capables. Beaucoup de gens seraient surpris d'apprendre que le budget de la défense de l'Arabie saoudite est bien plus important que celui de l'Iran. Mais ils ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes. C'est pour cela que les États-Unis sont là. C'est un excellent point. Qu'en est-il des milliers de milliards de dollars? Oui, des milliers de milliards. Je n'ai pas dit des milliards. Que les Saoudiens, les Émiratis et les Qataris ont dépensé en armes américaines au cours des dernières décennies. Les Israéliens survolent simplement leur espace aérien et ils ne peuvent rien y faire. Et puis, les bases américaines disséminées dans toute la région du Golfe Persique ne font rien non plus. Donc, toutes ces ressources ont été gaspillées. Des milliers de milliards de dollars. Des milliers de milliards de dollars sont partis en fumée dans les poches des hommes d'affaires et des gouvernements occidentaux pour rien. Juste pour renforcer les États-Unis. Juste pour renforcer le régime israélien. Et sans aucun effet. Ils ont survolé l'Arabie saoudite, pas 1 ou 2 avions, mais un grand nombre. Rien. Et l'autre point que tu as soulevé est vraiment extraordinaire. Ce n'est pas comme si Netanyahou avait dit « Non, nous frapperons 6 mois plus tard » ou 3 mois après que Trump ait dit que cela ne se reproduirait pas. Il a dit littéralement quelques heures plus tard. C'est une gifle pour Trump. Pourtant, ce Trump, au lieu de répondre aux Israéliens en disant « Non, j'ai dit que cela ne se reproduirait pas » et cela ne se reproduira pas, on le voit danser dans le stade quelques heures après la mort de Charlie Kirk. Et tu sais, quand le journaliste lui a demandé « Comment t'en sors-tu » il a répondu « Tu sais, regardez, on construit une salle de bal fantastique. » Et voilà l'état des États-Unis. Il en est le reflet et cela nuit aux États-Unis. Cela affaiblit encore davantage les États-Unis. Donc, ce sont que de mauvaises nouvelles. Vous savez, cela fait 2 ans que nous le disons. Le régime israélien et son génocide sont en train de détruire l'Occident collectif. Cela détruit l'Empire, mais cela ne fait qu'accélérer avec le temps. C'est comme si tout dévalait la pente désormais. Cela ne fait que prendre de la vitesse, surtout après avoir vu les images des enfants affamés et des Palestiniens affamés. On a constaté un changement rapide d'humeur, surtout en Occident. Et maintenant, avec ce qui s'est passé avec l'Iran puis avec le Qatar, la situation ne fait qu'empirer plus rapidement.
Mais cela a même un impact sur la politique intérieure américaine, comme je l'ai dit plus tôt. Maintenant, Charlie Kirk, peu importe qui en est responsable, les gens disent peut-être que c'est le régime israélien qui l'a fait. Peut-être était-ce parce qu'il était en train de changer. Il était leur dernière grande figure publique, capable de contenir la vague, du moins auprès d'une partie de la société américaine. Et il changeait, nous le savons maintenant. Cela a créé, en raison du comportement scandaleux du régime israélien et du gouvernement américain, une situation où les gens se disent que c'était peut-être eux, probablement que c'était eux. C'était certainement eux, disent certains. Encore une fois, je n'en ai aucune idée. Mais le fait est que cela affaiblit les fondations du régime politique aux États-Unis. Les 2 dernières années ont été dévastatrices et extrêmement corrosives pour les États-Unis eux-mêmes et pour l'Europe aussi, mais surtout pour les États-Unis. Le régime israélien ne détruit pas seulement l'humanité, mais paradoxalement, il détruit l'Empire. Professeur Mann, avant de conclure cette session, quel est votre sentiment à propos de la Chine aujourd'hui? Pensez-vous que la Chine, feriez-vous une comparaison entre la Chine et leur politique au Moyen-Orient et celle des États-Unis? Quelle est la principale différence entre les deux? Eh bien, la critique adressée à la Chine, c'est qu'elle n'en fait pas assez. Comparez cela aux États-Unis. Les États-Unis commettent un génocide. Le secrétaire d'État américain se rend en Israël alors que les atrocités s'intensifient juste après avoir attaqué le Qatar. C'est un comportement scandaleux. Donc comparez les critiques. Les États-Unis sont détestés. Avec la Chine, les gens disent simplement « Pouvez-vous en faire plus? S'il vous plaît, faites plus. Aidez à arrêter cela. » Cela montre que l'image de la Chine est bien. Un sondage a récemment été réalisé en Iran. L'image de la Chine y est bien meilleure que celle de n'importe quel pays occidental, ou du moins nettement supérieure. Pas les gouvernements, la Chine. Parce qu'en Iran, certaines personnes peuvent aimer les États-Unis, vous savez, Hollywood ou les universités, où traditionnellement cela a pu être le cas. Mais cela change progressivement aussi. Donc, en Iran, les gens n'aiment pas le gouvernement américain. Dans les sondages, il est toujours extrêmement impopulaire. Mais il existe une partie de la société iranienne qui aime les États-Unis en tant que pays. La Chine, en ce moment, l'image de la Chine est plus positive. Elle devance tous les pays occidentaux en Iran, selon le dernier sondage. Pourquoi en est-il ainsi? À cause du comportement de l'Occident. Donc la Chine est renforcée à cause du comportement de l'Occident. Et d'ailleurs, la rencontre entre le président Raisi et le président Xi, ainsi qu'avec d'autres hauts responsables chinois, s'est très bien passée. Des accords très importants ont été conclus. Et la rencontre entre les présidents de la Russie et de la Chine a été largement commentée et s'est très bien déroulée. De plus, la rencontre entre le président Raisi et le président Poutine s'est également très bien passée. Ils ont eu une réunion de 2 heures. Ce sommet a été un grand succès et les Chinois se sentent menacés par le comportement des États-Unis. L'attaque contre le Qatar les a également mis en colère, car leurs approvisionnements énergétiques proviennent du Golfe Persique. Comme je l'ai dit plus tôt, le Premier ministre indien l'a condamné. Les Chinois sont également en colère, ce qui contribue à renforcer les liens avec des pays comme l'Iran, car les pays estiment avoir plus besoin de l'Iran qu'auparavant afin de préserver la stabilité et la sécurité de la région. Je pense que le point que vous avez soulevé est très important, car la Chine dépend bien plus de la sécurité de la région que les États-Unis en ce qui concerne l'énergie. Je ne sais pas s'ils seraient intéressés par une forme de participation à ce qui se passe au Moyen-Orient, peut-être même plus qu'auparavant. Et pensez-vous que cela pourrait influencer leur comportement
Parce qu'avec la guerre en Ukraine, on a vu la Chine, petit à petit, se rapprocher du soutien à la Russie. Ils étaient favorables, mais ils ne se montraient pas très vocaux sur ce qui se passait. Quel est votre ressenti à ce sujet en ce qui concerne le Moyen-Orient? La relation entre l'Iran et la Chine évolue très rapidement. La rencontre entre le président Raisi et le président Xi à Pékin, ainsi que les réunions avec d'autres hauts responsables chinois, a été, je pense que cela a marqué un tournant. Les Chinois, même s'ils ne s'impliquent pas directement de manière significative, vont accroître leur coopération avec l'Iran sur les plans économiques, militaires et politiques. On observe donc un parallèle entre la relation sino-russe et la relation sino-iranienne. Et bien sûr, les relations Iran-Russie et Iran-Chine. Cela est dû aux politiques américaines et au comportement scandaleux du régime israélien, ce qui accélère ce rapprochement à l'heure actuelle. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. C'est un honneur, Nima. Merci de m'avoir invité.